Faire société sur RCN, l'émission qui bouscule les idées reçues et donne la parole à celles et ceux qui font bouger les lignes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Faire société, l'émission qui vulgarise l'information et traite de sujets sous-représentés par les médias. Faire société est animée par moi-même, Ambre, et ma camarade Nora. Salut. Notre émission a pour but de décrypter les informations qui font débat au sein de l'opinion publique et dans les médias, ou de mettre en avant des sujets et des personnes qui sont invisibilisés dans la société. Le but étant de rendre accessible un maximum ces sujets et de revenir sur le contexte dans lequel ils s'inscrivent. Aujourd'hui, nous allons parler du drag, un art dont l'histoire n'est trop peu connue. Un art politique qui s'est vu beaucoup récupéré à des fins capitalistes depuis les années 90 par de grandes chaînes de télévision. Nous allons parler de cet art si particulier qui fait parfois beaucoup parler et à raison. Nous allons vous présenter le drag, ses origines et le contexte dans lequel il apparaît. Puis, nous parlerons de la récupération médiatique de cet art par de grandes chaînes de production et de la dépolitisation du drag. En fin d'émission, nous aurons l'honneur de recevoir dans un entretien Moonlight, une drag queen de la scène locale nancéenne, membre de la House of St. Trinity. Dans un premier temps, nous sommes allés à votre rencontre pour recueillir votre avis sur la culture drag. Est-ce que c'est un art que vous connaissez et est-il selon vous un moyen d'expression artistique et politique ou a-t-il seulement vocation de divertir le grand public ? On vous écoute. Non, je pense que c'est vraiment important dans la politique. Ça permet de montrer une expression de genre ou même de montrer une forme d'art contemporaine. Pour moi, c'est les deux, c'est artistique et politique. Ouais, je suis d'accord. Bouger les choses, on va dire. Par exemple, avant, j'étais pas familière avec ça. Et puis, j'ai vu quelques extraits de Drag Race, par exemple, sur TikTok et tout. Et ça m'a introduit en quelque sorte, même si j'avoue j'ai pas fait l'effort vraiment de faire mes recherches, mais ça m'a fait d'en savoir plus. Ouais. C'est grave, je pense que c'est un moyen d'expression, mais que c'est mal pris par les gens, honnêtement. Enfin, par les fachos, on va pas se mentir. Pour moi, franchement, je pense que c'est vraiment de l'art. Non, vraiment. Et je trouve que c'est pas assez reconnu. Après, c'est quand même du divertissement pour la plupart des gens, mais il y a quand même une dimension derrière qu'il faut prendre en compte. Je pense que c'est que les plus informés qui voient vraiment la dimension artistique et surtout politique derrière. Je pense qu'à la base, si quelqu'un le regarde comme ça, sans a priori politique, il voit juste du divertissement et de l'art. Aujourd'hui, on parle de drag, un art qui a souvent été réduit à un divertissement, alors qu'il est en réalité profondément politique, militant, mais aussi lié aux luttes LGBTQIA+, notamment à celles des personnes racisées. Pour comprendre tout ça, il faut revenir à ses origines historiques qui ont souvent été invisibilisées. William Dorsey Swann, la première drag queen de l'histoire selon Slate et plusieurs sources anglo-saxonnes. William serait considéré comme la première drag queen de l'histoire. Il naît esclave en 1858 aux États-Unis. Ensuite, après la guerre de sécession, ça va mener à la libération de sa famille en 1865. C'est à l'âge adulte qu'il se rapproche des milieux gays afro-américains à Washington. Swann organise alors en secret ce qu'on va appeler des bals travestis où l'on va danser sur des musiques folkloriques. Les personnes qui participeront seront principalement des anciens esclaves afro-américains et des hommes cuirs de diverses origines sociales et ethniques. Ils vont porter des robes et des costumes extravagants et il va s'autoproclamer lui-même Queen of Drag, un geste qui est perçu comme extrêmement audacieux et surtout pour l'époque. Alors parlons un peu de la répression et des premières défenses juridiques queer. À Washington, le travestissement est interdit par la loi. La police va mener régulièrement des descentes et va arrêter des hommes portant des vêtements considérés comme féminins. Dorsey Swann est arrêté à plusieurs reprises et en 1885, il est condamné à 300 jours de prison après avoir été accusé de tenir une maison close. Mais il va rédiger et faire circuler une pétition demandant la reconnaissance de ses droits et sollicite alors la grâce du président des États-Unis. Sa demande lui a été refusée, mais ce document est aujourd'hui considéré comme étant le premier texte juridique de défense officielle des droits de la communauté queer. Dans les années 1920, toujours aux États-Unis, ces bals réapparaissent, notamment à Harlem. Ils vont donner naissance à la bal culture largement apportée par des communautés noires et latinas, qui étaient exclues des concours, qui eux étaient réservés aux drag queens blanches. Dans les années 1970, ces compétitions évoluent. On va trouver des défilés de tenues, des juges et des trophées qui vont être attribués selon la performance. C'est l'ancêtre direct de ce qu'on appelle aujourd'hui les drag races. La dimension politique du drag devient centrale dans les années 1960. À cette époque, les descentes de police dans les bars gays sont fréquentes et les drag queens sont parmi les premières ciblées. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la nuit du 28 juin 1969, à New York, les émeutes de Stonewall éclatent. Et de nombreuses drag queens participent activement à la résistance face à la politique. Stonewall marque le début des luttes LGBTQIA+ contemporaines. Le terme drag apparaît à la fin du XIXe siècle. Il vient du verbe anglais to drag,
qui signifie traîner, en référence aux longues robes qui traînaient sur le sol lors des bals travestis. Dès l'origine, le drag est donc lié à une performance vestimentaire, mais aussi à un jeu avec des normes de genre. Pourtant, ce terme est encore aujourd'hui source de nombreuses confusions. Une drag queen est le plus souvent un homme cisgenre qui performe des codes considérés comme féminins, tandis qu'un drag king met en scène une performance de la masculinité. Le drag n'est pas une identité, mais une pratique artistique. C'est ce que l'on fait. À l'inverse, être transgenre relève de l'identité, c'est ce que l'on est. D'où cette formule souvent reprise dans les milieux militants. Trans est une identité, drag est une performance. Le transformisme, lui aussi fréquemment confondu avec le drag, correspond plus précisément à l'imitation d'une célébrité, comme Céline Dion par exemple. Il s'agit d'une sous-catégorie du drag, mais il ne saurait résumer à lui seul la diversité de cet art. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dès le théâtre élisabétain, à l'époque de William Shakespeare, les femmes n'avaient pas le droit de monter sur scène. Les rôles féminins étaient donc interprétés par des hommes par nécessité, même si certains y prenaient du plaisir. Shakespeare intègre lui-même le divertissement au cœur de ses intrigues, notamment dans La Nuit des Rois, où le personnage de Viola se déguise en homme. Cependant, ce travestissement n'est pas encore lié aux luttes LGBTQIA+. Il s'agit avant tout d'une contrainte théâtrale et non d'un acte politique, comme le rappelle la BBC History. Au XVIIIe siècle, en Angleterre, une figure singulière va se démarquer, la princesse Séraphina. Connue sous le nom de John Cowper, valet de chambre, Séraphina ne se contente pas d'un rôle de scène. Elle vit quotidiennement en drague. Elle fréquente des maisons closes qui jouent un rôle similaire à celui des bars gays de l'époque. Dans un contexte où l'homosexualité pouvait mener à la pendaison, Séraphina n'est pourtant jamais arrêtée. Et mieux encore, lorsqu'elle est victime du vol de ses vêtements en 1732, elle comparaît devant le tribunal en tant que victime et non comme accusée. Là encore, ces éléments sont documentés par la BBC. À la fin du XIXe siècle, le drag s'inscrit aussi dans un contexte plus sombre, marqué par le vaudeville et les minstrel shows. Ces spectacles reposent sur des caricatures racistes, souvent jouées en blackface. Des hommes blancs y interprètent des personnages noirs puis féminins, notamment à travers les figures des wench players. Cet héritage explique en partie pourquoi les drags noirs ont été marginalisés, exclus des espaces dominants, et contraints de créer leur propre bal et leur propre lieu d'expression. En France, le drag arrive depuis les États-Unis mais se développe selon une trajectoire spécifique, fortement influencée par la tradition du cabaret parisien. Des établissements comme chez Michou deviennent emblématiques de cette culture. Aujourd'hui, des artistes comme Nicky Doll revendiquent cet héritage. Pour elle, le transformisme est une réappropriation artistique des codes vestimentaires, esthétiques et de personnalité d'une artiste, et constitue une sous-catégorie du drag. Cet héritage du cabaret ferait du drag français quelque chose d'absolument unique, issu de ce qu'elle appelle l'âge d'or queer du cabaret. Elle invite d'ailleurs le public à faire vivre cette mémoire en allant voir ces lieux historiques, comme chez Michou. Faire société sur RCN. De retour dans Faire société sur RCN, nous allons poursuivre cette émission dédiée à l'art du drag. Alors, nous avons effectué plusieurs recherches et nous nous sommes notamment appuyés sur les travaux universitaires de Mika Palaz. Alors, nous connaissons pour la plupart l'émission américaine RuPaul Drag Race qui met en compétition plusieurs drag queens au cours de plusieurs épreuves de performance. L'émission existe depuis 2009 et a permis de donner de la visibilité à cet art qui est encore aujourd'hui trop peu représenté. Sauf que la télévision transforme la culture du drag en un produit commercial, souvent dépolitisé, alors qu'à l'origine il s'agit d'un art marginal et radical. Longtemps mise à l'écart, la culture drag trouve ses propres codes, styles et lieux pour exister dans une société hétéronormée dominante. Les médias mainstream ont cet objectif de transformer tout ce qu'ils touchent en produit à vendre. C'est alors que la culture drag subit à son tour la marchandisation de son art. Les médias ont toujours défini les contours de ce qui est acceptable ou non au sein de la société. Et c'est aussi à force de contenus parfois subversifs que les mentalités ont évolué. Le problème, c'est que ces mêmes médias n'hésitent pas à redéfinir la culture drag en leurs propres termes selon des normes dominantes. Ici, je parle d'hétéronormativité et de cisnormativité. Ce qu'on appelle l'hétéronormativité, c'est tout simplement appréhender l'hétérosexualité comme non seulement une norme, mais aussi comme une sexualité naturelle et supérieure à l'homosexualité ou à la bisexualité par exemple. La cisnormativité, c'est plutôt nier l'existence des personnes transgenres, qui ne se reconnaissent pas dans le schéma binaire homme-femme de l'identité de genre. La cisnormativité, c'est invisibiliser la pluralité du genre dans un spectre large et considérer les personnes transgenres comme étant inférieures. Pour en revenir au drag, il est présenté à la télévision comme un divertissement avant tout, un divertissement grand public. Pour rappel, l'art du drag est subversif, c'est un art qui a pour vocation de déranger les normes établies. Le but n'est pas de rentrer dans les cases définies par ces mêmes normes. Ce qui découle de ce phénomène, c'est l'homonormativité, une notion très étudiée par Lisa Degan, une enseignante et chercheuse américaine. L'homonormativité, c'est-à-dire l'homosexualité qui va bien, qui ne dérange pas trop, qui se tient sage et rentre dans les cases.
Il faut par conséquent que les personnes queer correspondent aux standards hétérosexuels, comme le mariage, la réussite individuelle, selon les codes capitalistes de la société, ce que l'on appelle le self-made, être parti de rien et avoir tout réussi. Voilà le fantasme néolibéral que les médias nous proposent du bon gay, celui qui est acceptable et tolérable pour la société. Évidemment, cette stratégie de communication, de mettre en avant un profil type du bon gay et de la bonne drag queen, permet de marginaliser davantage les profils les plus précaires et isolés de la communauté LGBTQIA+. Une autre notion se dégage de la récupération médiatique de la culture drag, c'est l'homonationalisme. Étudié par la théoricienne queer Jasbir Puar, l'homonationalisme, c'est la faculté qu'ont les pays occidentaux à instrumentaliser la défense des droits des personnes LGBTQIA+, afin de se présenter comme des pays modernes et progressistes et pour justifier les politiques racistes qui pointent du doigt certains pays, souvent non occidentaux, pour les qualifier d'arriérés ou encore d'homophobes. Ce qui peut nous faire sourire quand on sait qu'aux États-Unis, la politique de Donald Trump fait sombrer le pays dans un virage ultra-conservateur qui menace tous les droits des personnes LGBTQIA+. Donald Trump souhaite mettre fin au, je cite, délire transgenre, empêchant les personnes trans de rejoindre l'armée ou obligeant les femmes transgenres en prison à subir un transfert vers des prisons pour hommes. Sans compter le gel de la procédure civile de changement de genre. Bref, lorsqu'il s'agit de faire la morale aux pays non occidentaux, les États-Unis font les fiers. Mais en matière de progrès social, le recul est plus que radical. L'instrumentalisation de la communauté queer pour se faire bien voir auprès d'autres pays se fait par cette médiatisation qui est évidemment politique. Cela n'a pas pour vocation de défendre particulièrement les droits des concernés, comme lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris en 2024. Nous avions l'occasion de découvrir plusieurs drag queens performer sur certains plateaux pensés par Thomas Joly. Mais le souci, c'est que ça reste qu'une image que renvoie la France aux autres pays d'une certaine liberté d'être. Pourtant, nombreuses sont les réactions hostiles et violentes de la part de l'extrême droite française. Ce contraste entre l'inclusivité en HD à la télévision et la violence des réponses dans le paysage médiatique et politique du pays dérange. Marion Maréchal avait commenté et dénoncé une propagande woke et grossière et une provocation d'une minorité de la gauche. Il faut noter que l'émission RuPaul Drag Race a donné une visibilité conséquente et impactante à l'art du drag. Cependant, elle participe à renforcer une certaine normalisation de l'art du drag, mettant en avant un drag très glamour et hyper féminisé, ce qui renforce les stéréotypes de genre dans un sens, car la norme, c'est d'avoir une taille très fine, des hanches bien marquées et une poitrine plus que généreuse. Certes, il est possible de retrouver des drag queens grosses et ou à barbe, ce qui permet une représentation plus diversifiée du drag et de ses looks. Mais ces queens restent en grande infériorité dans l'émission. Les drag créatures sont elles aussi en large infériorité numérique. Ici, je parle de celles qui défient les normes et proposent un drag alternatif, au-delà des stéréotypes de genre traditionnels. La culture drag, c'est avant tout de la diversité et de l'inclusivité, de l'expression de soi et des revendications politiques. Car oui, le drag est par essence vecteur d'émancipation. Pourtant, dans des compétitions comme RuPaul Drag Race, les inégalités sont omniprésentes. Des inégalités raciales avec une majorité de candidates blanches, des inégalités sociales, car pour participer à l'émission, certaines drags ont dû dépenser 40 000 $, une somme conséquente et surtout creusant le fossé entre les queens issues de milieux aisés et les autres plus précaires. Tout cela participe à la reproduction des inégalités de classe à l'intérieur même de la communauté drag. C'est comme ça que ce type d'émission renforce les normes bourgeoises, blanches, et fait la promotion d'une féminité stéréotypée, qui met en avant principalement des corps minces, par exemple. On l'a déjà mentionné précédemment, mais les médias présentent la culture drag sous un prisme néolibéral, c'est-à-dire avec une dynamique qui valorise les logiques capitalistes, comme la compétition, la réussite individuelle, la surconsommation et la surexposition sur les réseaux sociaux. Dans ce contexte, le drag devient alors une réussite sociale, un moyen de réussite sociale, et non plus une pratique transgressive. Après, il faut aussi reconnaître que ce type d'émission offre une visibilité très précieuse à la culture drag et au travail des artistes. Nombreuses sont les personnes queer qui peuvent se reconnaître à travers des témoignages et des performances. Cela peut faciliter le sentiment d'appartenance à une communauté en plus de la représentation. Il ne faut pas non plus sous-estimer la capacité du public à émettre des critiques et à déconstruire une représentation biaisée par différents facteurs économiques et sociaux qui participent à une dépolitisation du drag. Bref, assez parlé de RuPaul's Drag Race. Pour revenir à la scène drag française, depuis les années 90 et 2000, elle connaît une démocratisation croissante. On passe de lieux dits marginaux comme des cabarets, des bars et des espaces quasi exclusivement queer. Le drag commence à apparaître dans la culture politique avec des spectacles plus réguliers, à échelle locale, avec plus d'artistes et un public plus large. La scène drag se délocalise de Paris et laisse place à davantage de représentations en province, ce qui rend la culture drag plus accessible, que ce soit pour les artistes ou pour le public qui a l'occasion de découvrir et de se familiariser avec cet art. Un art qui n'est pas qu'un moyen d'expression de soi, ni de performance, mais aussi un acte politique. C'est l'occasion de remettre en question les normes de genre et de créer un plus grand espace pour les minorités.
Il peut y avoir un conflit de légitimité lorsque certaines performances se concentrent davantage sur l'esthétique et le divertissement sans engagement politique déclaré. Mais là où être queer et le revendiquer, c'est déjà un message politique pour certains, pour d'autres, ce n'est plus suffisant. Au vu de la visibilité grandissante de la scène drag, on peut se demander s'il ne faut pas justement continuer à politiser les performances, faire passer des messages forts et revenir aux origines du drag, un art contestataire. Ce coup de projecteur sur la scène drag permet de remarquer qu'il devient aussi un business pour certains artistes qui peuvent avoir tendance à lisser leurs performances afin de rendre leur art le plus rentable possible et surtout de toucher un public plus large. Ce qui peut se comprendre lorsqu'on sait que rares sont les artistes drag qui peuvent vivre de leur art. Dans un entretien mené par Lucas Bidot et Marion Durand, la drag queen et gagnante de la saison 1 de Drag Race France, Paloma, parle du drag comme d'un art politiquement incorrect, qui n'est pas lisse, bien qu'elle confirme qu'il le devient notamment avec l'émission Drag Race. Elle mentionne l'ancienne candidate Soa Demuse qui a conscience de la visibilité qu'elle a obtenue grâce à l'émission et n'oublie pas de représenter au mieux toutes les drags qui ont travaillé pour qu'elle en arrive là, et pense aussi à l'avenir du drag en voulant apporter une bonne représentation pour celles qui arrivent et pour la communauté queer. Paloma s'exprime sur sa responsabilité en tant qu'artiste connue du grand public en dehors de l'émission et parle de la tribune qu'elle avait rédigée dans Libération lors des législatives pour lutter contre l'extrême droite. Elle explique que Drag Race France est une émission qui reste familiale, sur le service public, et qu'il y a un devoir de neutralité politique. Paloma rappelle que le drag est un art contestataire de par son histoire. Les drag queens qui sont apparues à la fin du 19e siècle étaient des esclaves qui se rebellaient contre les blancs et le patriarcat. Être une drag queen dans l'espace public, c'est subir des menaces, et représente toujours un danger. Pour Paloma, et on pense ce qu'on veut, le jour où le drag ne sera plus politique, c'est qu'il aura été accepté partout. Faire société sur RCN. L'émission qui bouscule les idées reçues et donne la parole à celles et ceux qui font bouger les lignes. De retour sur RCN dans votre émission Faire Société pour ce second épisode en compagnie de Moonlight Del Saphir. Alors je vais commencer par une petite présentation. Donc Moonlight Del Saphir est une jeune drag queen nancéenne de 26 ans qui performe depuis 5 années, notamment au sein de la House of Saint Trinity, fondée en 2022. Très active sur Nancy, Moonlight Del Saphir est souvent accompagnée de 2 autres membres de la House of Saint Trinity, Eros et Solux. Son art propose un panel de performances allant de la comédie à un univers plus sombre, où Moonlight livre une part de son histoire, de ses combats. La House of Saint Trinity est la première house de Nancy et propose des performances toujours plus engagées. Certaines abordent les violences sexistes et sexuelles, l'addiction, l'homophobie, la transphobie, entre autres. Bon, déjà merci à toi Moonlight d'être avec nous aujourd'hui dans cet épisode dédié à l'art du drag. Et ma première question, c'est comment toi, Moonlight, tu as connu la culture drag ? Est-ce que tu t'es identifié rapidement à cette culture ou ça a été un long processus pour te sentir légitime ? Déjà, bonjour et merci pour l'invitation. Alors, pour comment j'ai connu la culture drag, en vrai, il me semble, si je dis pas de bêtises, parce que là, ça remonte à un petit moment, qu'à l'époque, je regardais des tutos de maquillage sur YouTube. Et du coup, j'ai eu un moment dans mes suggestions YouTube des vidéos sur le drag, et notamment sur le drag Club Kid, où il y avait eu des petits reportages dessus, etc. Et j'ai commencé à regarder là-dessus. Et ensuite, du coup, de l'univers Club Kid, j'ai découvert le drag un peu plus mainstream, notamment comme beaucoup, parce que sur Netflix, c'est le moment où RuPaul était arrivé. Du coup, c'est ça. C'est un petit mélange YouTube, Netflix. Et après, du coup, j'ai fait mes propres recherches dessus. Mais ça a été un processus assez long dans le sens où je le cachais un peu et je le gardais pour moi. Mes parents ne savaient pas que j'avais un attrait nécessairement pour le maquillage. Moi, à ce moment-là, je regardais, mais en même temps, je n'osais pas trop regarder parce que si je me fais choper, comment je vais faire pour expliquer ? Mais voilà, ça découle quand même d'Internet. Et est-ce que tu considères les espaces queer nancéens comme safe pour se produire en tant que drag queen ? On essaye. D'ailleurs que ce soit safe pour tous les types de drag, parce qu'on sait que, comme vous l'avez dit, il y a une sous-représentation des drags queer, des drags créatures et des drags monstres, des drag kings aussi. Donc voilà, on essaie d'avoir des espaces safe pour tous. Après, c'est toujours compliqué, notamment puisque n'importe quelle ville où on est dans une société hétéronormée, donc on sera toujours entouré d'hétéros. Et généralement, les seuls petits problèmes qu'on a eu lors de nos soirées et qu'on a dû régler, c'était pratiquement à chaque fois, avec des hommes hétéros qui passaient devant le bar et qui, par curiosité, rentraient
et venez foutre un peu le bazar, quoi. Donc généralement, quand c'est juste la communauté, nos soirées sont assez safe de ce que j'ai comme retour. Et les fois, on a eu des problèmes. Bon, ben voilà, c'était pas les personnes de la communauté forcément. Ok, et est-ce que du coup, tu as vécu des pressions, des menaces que tu aurais pu subir et qui auraient pu te faire douter de ton art? Des menaces par rapport à ce que je fasse du drag? Ouais. Oui. Mais bon, c'est pas très grave. Je veux dire, généralement, quand on fait du drag, c'est alors il y a des exemples de drag hétéro, mais ça reste une minorité. Donc généralement, c'est qu'on a un passé queer, donc un passé généralement au harcèlement. Donc j'ai envie de dire qu'on m'insulte maintenant. Bon, j'ai l'habitude et ça me fera pas arrêter le drag pour autant. Au contraire, il y a ce petit côté motivant où je sais qu'on est d'autres artistes, je pense, à penser comme ça. On se dit, tant qu'il y aura justement encore cette violence et ces insultes, ça montre qu'on doit continuer ce qu'on doit faire, parce que ça veut dire que s'il y a des insultes, c'est qu'il y a une réaction, et généralement c'est parce que ça dérange. Donc ça montre que c'est pas encore accepté dans les mœurs, mais que s'il y a autant de violence, c'est que les gens, ça les impacte. Donc plus on les impactera, et plus, à mon sens, ça pourra mieux aller par la suite. Donc non, généralement, si les gens nous insultent, ça nous motive à continuer. Okay. Et est-ce qu'il y a eu un moment précis où tu as pris conscience que le drag pouvait être un outil politique pour toi? Ouais, de fou. En fait, faut savoir que déjà, de base, j'étais pas une personne très politisée avant d'avoir commencé le drag. Parce que dans ma famille, la politique, c'est pas vraiment une question. Mon père vote pas parce qu'il a un peu le discours de peu importe pour qui je vote, ça changera rien. Donc, et ma mère, elle trouve que c'est important de voter, donc j'avais quand même cette notion de c'est important. Mais mes parents m'avaient pas forcément donné d'éducation politique. Donc, à part l'éducation politique de l'école, ce que c'était les partis politiques, etc., je savais pas trop. Donc, du coup, c'est le drag qui m'a un peu permis de politiser. Et je crois qu'à force de divaguer, j'ai oublié la question du début. S'il y a un moment précis où t'as Oui, pris je me suis conscience. rendu compte, exactement. Et du coup, quand j'ai commencé avec drag, j'avais déjà un peu une envie de politiser mes perfs, mais je me demandais aussi, est-ce que moi, venant de Nancy, ça va avoir grand intérêt, mon impact politique? Et il y a une fois où j'ai voulu faire une perf pour la Palestine, pour une Pride dont je nommerai pas la ville, mais qui m'a censuré. Et j'ai trouvé ça horrible parce qu'on m'a empêché de faire mon discours avant, du moment que j'ai dit que j'allais parler de la Palestine dans ma perf. Fort heureusement, j'avais un drapeau caché dans ma tenue que j'ai pu brandir sur scène, ce qui a fait comprendre au public l'intérêt de ma perf au-delà du discours. Et du coup, j'avais relayé l'information sur mes réseaux, sans mentionner la ville, encore une fois, qui m'avait censuré, ni l'organisme. Et il s'avère que le lendemain, l'organisme m'a appelé, puisque ça avait déferlé sur les réseaux au point où ça aurait remonté jusqu'à eux. Et du coup, ils m'ont demandé ce qu'il y avait eu, je leur ai expliqué. Et je tiens à dire que cet organisme m'a dit qu'un post serait posté pour la Palestine et qu'ils ne l'ont jamais fait. Voilà. Ok, super. Et est-ce que tu penses que le simple fait d'exister en drague dans l'espace public, c'est déjà un acte politique? Oui, mais je dirais, c'est pas que ça. C'est pas suffisant. Parce que je vois des drags qui ont justement un peu ce discours, qui ont un drag très dépolitisé, qui ont un peu le discours de le drag, ça peut être de l'amusement, puisque déjà rien que le fait d'être en drag, c'est un acte politique. Et du coup, oui, c'est vrai, c'en est un. J'estime qu'à partir du moment où, quand je suis dans la rue, juste parce que je suis en drag, parce que je me rends à mon taf, du coup, faire un show drag, je peux me faire taper, insulter, ou au final, quand on est en drag, ce qu'on subit beaucoup, c'est la misogynie et la transphobie, que nos adelphes connaissent au quotidien. Donc à partir du moment où on subit ce genre de problématique, il y a un côté en effet politique à quand même valoriser et avoir confiance dans notre identité et sortir comme ça. Mais le drag ne se limite pas qu'à ça, et c'est bien de voir un peu plus loin. Il y a quand même des gens qui sont morts pour cet art. Donc être en drague, c'est un acte politique, mais ça ne suffit pas. Et justement, pour rebondir un peu sur tout ça, est-ce que tu ressens un peu une pression des fois à être militante en tant que drag queen? Non, pas vraiment, parce qu'en vrai, je me dis que justement, en tant que drag, j'ai décidé d'avoir une
une plus grande exposition sur les réseaux ou autres. Et du coup, ça me permet justement de me dire que là, ma voix peut avoir de l'importance ou de l'impact, alors que par contre, quand je suis en civil, je sais que c'est important de militer et je le fais, mais par exemple, c'est vrai que j'ai moins l'impression d'avoir un impact en allant par exemple en manif que en faisant un full drag show sur un sujet que j'ai choisi et que je vais pouvoir relayer sur les réseaux, alors que les deux sont tout aussi importants. Aller en manif, c'est important aussi. Mais voilà, je dirais que c'est plutôt l'inverse. Quand je suis en civil, je me pose un peu la question de est-ce que mon impact est vraiment très fort? Et quand je suis en drague, là, j'ai l'impression que justement, vu que je suis en drague, ça peut m'aider à me propulser un peu plus. Ok, très bien. Et ma prochaine question, tu y as déjà un peu répondu sur les... Si tu as déjà été confronté à des tentatives de censure en raison du caractère politique de ton drag. Bon, est-ce qu'il y a une chose que tu aimerais mentionner en plus de ce que tu nous as déjà dit? Non, en vrai non, parce que c'est la première fois et c'est le seul acte réel de censure que j'ai eu. Généralement, avec la house, on essaye d'aller dans des espaces où on peut être assez libre de ce qu'on dit et ce qu'on fait. Qui est le cas du bar à mousse, l'endroit où on se produit une fois par mois, où vraiment on peut parler de tout et sans aucun filtre. On a déjà eu des endroits où on nous disait il y a pas de censure en soi, mais par contre, point de vue politique, ce serait bien que ça reste assez neutre et tout. Et là, après, c'est à nous aussi de voir si on accepte ou pas d'aller performer dans ces endroits. Et si on accepte, oui, c'est de la censure, mais on l'a accepté au préalable. Donc, ça dépend aussi dans quel contexte on est. Mais non, ça va. Il n'y a que vraiment à cette Pride où la censure a été violente. Ok. Et comment est-ce que toi, tu vis la visibilité croissante du drag dans les médias grand public? Est-ce que tu penses que cette reconnaissance, ça peut quelque part dépolitiser le drag ou au contraire, plutôt lui offrir une nouvelle portée? Je pense que ça peut être les deux. En soi, moi-même, j'ai connu le drag via des médias, des médias sur les réseaux, mais YouTube, Netflix, etc. Ça reste des médias. Donc, je ne vais pas non plus cracher dedans, vu que sans ça, je ne sais pas si j'aurais connu. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui peuvent découvrir le drag grâce à ça, ou maintenant, on peut avoir des tutos, etc. Mais on peut aussi avoir beaucoup de médias sur l'histoire du drag, justement. Et ça, c'est important de le rappeler. Il y a vraiment beaucoup de sources qui sont accessibles et qui permettent de traiter du sujet. Parce que je pense qu'il y a cet entre-deux où ça ouvre des portes, mais du coup, à force de le rendre mainstream, ça lui enlève le côté un peu politique, comme les gens de la ballroom ont pu le vivre avec le Vogue, etc., qui est devenu... un moment très mainstream et toujours à l'heure actuelle, notamment avec ce que les drags appellent des death drops. Non, ça s'appelle un dip. Arrêtez d'appeler ça des death drops. À chaque fois qu'il y a une récupération des médias, il y a toujours ce côté double tranchant. C'est cool parce que ça permet d'ouvrir une culture underground et du coup de donner de l'argent à des artistes qui font vivre cette culture depuis des années en étant vraiment très précaires. Ça ouvre des métiers pour les personnes concernées, mais ça enlève des fois les côtés politiques et ça ramène les personnes qui sont là, surtout pour la reconnaissance, plus que pour l'art lui-même, quoi. Ok, et est-ce que, justement, à travers la médiatisation de la culture drag, toi, personnellement, tu as ressenti le besoin de correspondre à des critères, de rentrer dans une certaine norme, ou tu as toujours eu un peu cette liberté de concevoir ton art selon tes propres critères? Non, justement, j'ai été un peu biaisé par ces critères-là aussi. Moi-même, je me suis dit, ah là là, mais mon drag, il faut que... j'ai des talons, il faut que j'ai des faux ongles, il faut que j'ai un corset, il faut que j'aie des tenues qui sont waouh à chaque fois. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que non, pas forcément. Et il y avait des performances dans des tenues ou des looks que j'aimais pas forcément et qui au final avaient beaucoup plu. Et à contrario, il y avait des performances dans des tenues que je trouvais incroyables. Et pas que ça n'a pas plu, mais j'ai eu moins de retours que des performances où j'étais un peu plus chill. Et du coup, je me suis rendu compte que le drag, ça reste un tout.
c'est un look, c'est une performance, c'est ce qu'on dégage sur scène, c'est un make-up. Et du coup, tous les éléments sont importants, mais que du moment qu'on arrive à incarner quelque chose sur scène et à transmettre une émotion, je pense qu'on peut avoir un look qui ne rentre pas forcément dans les normes et les gens pourront aimer aussi. Mais c'est vrai que ça m'a pris pas mal de temps de me dire que mon drag pouvait être vraiment comme je voulais moi et arrêter de réfléchir à mon drag par le biais du public et de ce que pourrait aimer le public. Ok, merci. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de tes inspirations? Genre si tu as des préférences, que ce soit dans le drag ou ailleurs? Mais mes inspirations, elles ont un peu évolué, il est vrai. Mais maintenant, j'aime bien tout le côté un peu sorcière, tradition païenne, etc. Ça, je crois que la figure de la sorcière influe beaucoup à mon drag. Et puis en même temps, je trouve que c'est une figure politique assez forte, notamment pour le féminisme, etc. Avec les histoires de chasse aux sorcières. Il y a un documentaire Arte, attention, émission de savoir ici, sur la chasse aux sorcières en France. Et c'est super intéressant, puisque du coup, les chasses aux sorcières, ça reste quand même sur des fonds de misogynie bien poussés. Donc non, la figure de la sorcière me plaît beaucoup. Toutes les figures un peu obscures, le démon, les choses comme ça. Et sinon, en vrai, la musique, il y a beaucoup d'artistes qui m'inspirent, que ce soit Théodora, Billie Eilish, en vrai, je dirais, et Soul Kane, qui est une chanteuse transgenre aux États-Unis, qui a fait pas mal de chansons sur son rapport à la religion en étant une personne trans et comment elle a vécu toute sa vie avec ces aspects forts de la religion. Donc voilà, en vrai, il y a pas mal de choses qui m'inspirent, mais plus le côté un peu mélancolique, triste des choses. Ok, un peu sombre. Exactement. Alors, on sait que le drag, justement, on en parlait un peu plus tôt, c'est un art qui coûte rapidement très cher et qui peut ne pas être accessible à toutes et tous. Est-ce que c'est quelque chose qui te touche et qui t'impacte justement dans ton art? Oui, parce que du coup, c'est vrai que une perruque, une tenue, on se rend pas compte, mais ça coûte très cher. Le moindre petit truc peut coûter extrêmement cher du moment que c'est un peu sur mesure ou fabriqué par des artisans. Après, on peut aussi fabriquer nous-mêmes. J'avoue que c'est quelque chose que je ne sais pas encore faire, mais qu'il faut vraiment que j'apprenne, notamment pour des raisons budgétaires. Et puis aussi, du coup, quand on commence un peu à mieux fonctionner, à avoir plusieurs shows ou plusieurs performances, c'est super cool. Mais en tout cas, moi, je sais que je commence à avoir cette pression de me dire, si je suis habillé tout le temps de la même manière et que Nancy, c'est pas non plus une ville très grande, donc souvent c'est les mêmes gens qui viennent nous revoir et c'est vraiment un petit public qu'on s'est constitué et c'est trop cool. Mais du coup, ça me met aussi un peu la pression de la diversité en me disant, si tous les mois ils viennent me voir et que je suis habillé exactement pareil avec la même perruque, peut-être que ça va les agacer. Donc c'est quelque chose où je me dis comment me renouveler. Et puis je crois que ça y est, je me suis aussi fait avec le fait que une tenue ça coûte cher. Donc quand j'en achète une, oui désolé, vous allez me voir plusieurs fois maintenant avec, mais parce que j'ai pas l'argent d'acheter une tenue pour chaque performance, sachant pardon que dans un show on va perf entre 2 et 3 fois et on change généralement de tenue à chaque fois. Donc si ça fait 3 tenues différentes tous les mois, je m'en sors pas quoi. Donc non, et puis après ça va, j'ai mes sœurs drag qui savent faire de la couture. Donc ça m'est déjà arrivé de donner à Solux des pièces à moi que je mettais plus en civil, donc des vestes, des jeans, et qui me refassent un pantalon par exemple pour le drag. Donc ça permet de pallier quoi. Ok, trop bien. Échange de bons procédés. Exactement. Et du coup, parmi toutes tes performances, est-ce que tu peux nous parler de celles qui pour toi ont été le plus politiques et nous en dire un peu plus sur le message que justement tu as voulu faire passer pendant ces performances? En vrai, je sais pas laquelle a été la plus politique parce que alors j'en ai fait plusieurs pour la Palestine où là du coup c'était clairement politique. J'en ai fait une il y a pas si longtemps que ça et c'était cool parce que du coup à Nancy j'ai un ami qui est palestinien libanais et qui est queer.
Et du coup, il a accepté de venir parler à la fin de ma performance, ce qui permettait d'avoir, pour le coup, un témoignage d'une personne queer. Et ça, c'était cool parce que en défendant la Palestine, je sais que sur les réseaux, j'ai eu beaucoup de messages de haine ou autres, notamment quand je vous ai dit, quand j'ai dénoncé de base la censure que j'avais subie à la Pride, j'avais fait ça sur Twitter. Quelle idée, forcément que tous les fachos sont venus sous ma publication ou dans mes DM pour m'insulter, me menacer. Et une des choses principales, c'était oui, mais si t'étais une personne queer, il t'aurait déjà tué. Là, voilà, je vous ai ramené une personne queer palestinienne qui visiblement est toujours en vie. Et si elle est en vie, en tout cas, c'est pas grâce à vous qui défendez un génocide. Mais du coup, je pense que c'est ces performances-là qui ont été le plus politiques. Mais pour moi, elles étaient assez importantes. Parce que, encore une fois, je me demandais ce que je pouvais faire à mon échelle, à plus que juste relayer une information sur les réseaux. Encore une fois, je trouve que quand on est drague, on a un peu ce devoir politique alors c'est bien de reposter un post Facebook ou un post Instagram parce que les gens vont le lire, mais c'est bien aussi de trouver des moyens de faire plus. Et du coup, avec la house, on avait fait un show aussi où les fonds étaient reversés à une asso qui aidait justement la Palestine. Donc je pense que c'est les choses les plus politiques que j'ai faites, en tout cas les plus directes. Et puis ensuite, en soi, j'avais performé plusieurs fois avec la house, presque bénévolement, pour les soirées Antifa qui étaient à la MJC. 3 maisons. Ouais, exactement. On avait fait deux éditions, il me semble, là-bas, dont nos premiers drag shows, c'était aux Antifa. Donc voilà, en vrai, même si mes performances sont pas toutes politiques, j'en ai eu qui étaient quand même assez politisées. Plus, on a participé à beaucoup d'événements qui là étaient beaucoup plus politiques. Et en soi, à chaque drag show, on fait de toute façon des rappels politiques. Puis je me permets aussi de rajouter qu'à chaque drag show, vous invitez systématiquement le MELP qui vient faire un discours et que d'ailleurs on était intervenu le jour de ta performance. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier encore pour ça. Mais non, c'est important. On a eu, là, au dernier show, on a eu le syndicat des étudiants qui a pris la parole. On avait eu une autre asso LGBTQIA+, au dernier show. C'est ça aussi, la politisation dans le drag, je trouve. C'est servir de vecteur entre les autres organismes qui ont des luttes communes avec nous et utiliser notre plateforme pour leur donner un peu de visibilité, un peu de voix comme on peut. Et dans tous les cas, on sait que notre public est réceptif. On a un public quand même qui est majoritairement militant. Oui. Et surtout, on sait qu'on a un public jeune. Donc, on trouve ça important de leur montrer aussi le côté politique. Et surtout, dans les médias, on peut être facilement influencé quand on est jeune. Donc, on se dit au moins, s'ils viennent à nos shows et qu'ils peuvent avoir une parcelle de vérité parmi les mensonges des médias, c'est plutôt cool. C'est ça, puis il y a un aspect aussi un peu de sensibilisation à travers certaines perfs. J'ai vu notamment récemment celle sur l'addiction qui parle de santé mentale, etc. Ça reste aussi des moyens de faire passer des messages forts et d'ouvrir des discussions, des sujets aussi qui concernent la communauté et pas que. Ça reste aussi quelque part un peu carrément politique d'ouvrir le sujet sur ça, quoi. Ouais, de fou. Bien sûr, on peut parler de la communauté grâce à notre drague, mais on peut évoquer beaucoup d'autres sujets. Et en effet, les addictions, qui était une des dernières perfs que j'ai faites la semaine dernière. Et je trouve que c'est cool avec le drag. J'ai un peu trouvé cette liberté-là de pouvoir exprimer mes petits traumatismes et ça m'aide un peu à les soigner. Et puis moi, je me suis rendu compte aussi, des fois en étant dans le public et en voyant d'autres perfs, que quand je voyais des artistes faire des perfs sur des sujets qui me concernaient mais dont je n'osais pas parler ou avec qui j'avais personne à parler, ça me faisait du bien. Et du coup, mis bout à ça, je me suis aussi rendu compte que quand je faisais ces perfs-là, ça m'arrivait très souvent de recevoir après des DM de personnes qui étaient au show et qui me remerciaient parce qu'elles aussi avaient vécu et du coup qui vraiment me témoignaient un peu ce qu'un tel avait pu vivre. Et c'est là où on se dit, c'est cool, quoi, si j'ai pu donner un peu de force à une personne qui se sentait seule et lui avoir dit, regarde, moi aussi, ce que tu as vécu, je l'ai vécu et je suis sur scène. Donc, c'est que j'ai l'air d'aller quand même assez bien. Donc, ça peut aller aussi pour toi et t'es pas tout seul, t'es pas toute seule. C'est la meilleure des récompenses. Et du coup, c'est ça qui est cool avec le drag, c'est qu'on peut aborder
plein de sujets, du coup, des sujets importants et des sujets plus un peu de la vie de tous les jours, quoi. Ouais, c'est ça, la thérapie par le drag finalement, une thérapie de groupe. Oui. On l'a mentionné en plus tout à l'heure quand on parle un peu de RuPaul, etc., de ce truc d'identification, de se sentir compris et comprise par des performances, etc. Donc ça rejoint. Carrément, c'est important de donner de la visibilité un maximum à tous ces sujets qu'on met sous le tapis bien trop souvent. Et je vois qu'on a du temps, donc je vais poser d'autres questions. Mais vas-y. Mais justement, concernant la création de... Donc j'ai dit que c'était la première house de Nancy, la House of Saint Trinity. Alors, il me semble que techniquement, on n'est pas la première, mais que la première, c'était il y a 20 ans ou 25 ans, un truc comme ça. Donc bon, c'est bon, on va dire qu'on est les premiers. Ça y est. Ouais, du coup, comment ça s'est fait un petit peu tout ça? Est-ce que vous vous connaissiez, parce que vous êtes 3 à l'origine de cette house, vous vous connaissiez de par le drag, de par d'autres milieux? Du coup, Eros et moi, on était dans la même licence à la fac. Donc du coup, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et après, on a connu Sue par une amie qui avait en commun Eros et moi, à force de faire des soirée avec Eros, du coup à un moment il m'avait invité et du coup à cette soirée il y avait Eros, moi, l'ami d'Eros et l'ami de Sue et du coup c'est comme ça qu'on a rencontré Sue et puis petit à petit en vrai on est devenus potes et à un moment Eros avait fait un tweet pour dire qu'il y pensait entre guillemets à faire une house et tout. Et moi, du coup, j'avais déjà commencé le drag depuis il y a 2 ans, mais ça restait majoritairement dans ma chambre. Et du coup, quand j'ai vu son message, j'ai répondu un peu pour rire en mode vas-y, go. Et puis finalement, c'était pas une blague voilà. Et de fil en aiguille. Ouais, et voilà. Et après, avec Soulux, je sais que ça s'est fait un peu naturellement. Et quand il y a eu Drag Race France qui est venu à Nancy pour la saison 1, ils étaient venus. Et du coup, moi, j'y étais allé en drag. Sue n'y était pas en drag selon ses dires, mais c'était du drag, c'est juste qu'il ne mettait pas encore le mot là-dessus. Okay. Et du coup, c'est là où on s'est vraiment un peu rencontrés tous les 3, un peu dans le côté drag, etc. Et puis, un peu sur un pari, parce qu'autant Eros et moi, on se connaissait, mais avec Sue, on le connaissait que depuis 1 mois. On a lancé la house vraiment 1 mois et demi après. Ah ouais. Et maintenant, ça fait depuis 2022. Donc, ça va, c'était un bon pari. Trop bien. Et vous avez des projets d'évolution pour la house est-ce que vous voulez agrandir la famille? Parce que vous recevez souvent des guests lors de performances, etc. Mm-hmm. Est-ce que vous avez eu des candidatures, des gens qui étaient intéressés rejoindre le collectif? En vrai, les house drag, c'est assez différent des house dans la scène ballroom, bien que ça vient un peu du même endroit, techniquement. Ouais. Mais c'est vrai que dans les scènes ballroom, du coup, comme c'est de la compétition, les house, ça reste aussi pour les balls, bien qu'il y a cette dimension vraiment famille et beaucoup plus que juste on fait des balls ensemble. Mais du coup, il y a en effet cet aspect il peut y avoir des candidatures, il peut y avoir des essais pour voir si on peut rentrer ou pas, ou des personnes d'une house qui vont venir te voir à un ball et te dire, te débaucher. Est-ce que ça t'intéresserait et tout. Dans la communauté drag, je trouve que c'est un peu plus différent parce que du coup, on perf ensemble et pas non plus en compétition contre d'autres drags. Donc, il y a moins cet aspect de candidature. Enfin, en tout cas, j'ai pas à ma connaissance des drag house qui mettent des candidatures. Okay. Généralement, quand on se met en house drag, c'est plus par les liens ou des fois, c'est plus des collectifs house où plusieurs artistes qui ont du mal solo vont se rassembler, vont faire un collectif. Et là, ça va être une house pour s'entraider, quoi. Mais nous, non, on fait pas passer de candidature. Il n'y a pas de candidature. De toute façon, en soi, on est à la Trinité. Donc, si on est plus que 3, notre nom de house ne fonctionne plus. C'est vrai. Donc, non, c'est pas... je crois pas que c'est quelque chose qu'on a en tête. Et puis, alors, dans tous les cas, je pense que si c'est à l'avenir des personnes intégrées à la house, il n'y aurait pas de casting ou autre. Mais néanmoins, comme tu l'as dit, c'est pas parce qu'on n'est que 3 qu'on veut garder la scène drag à nous 3 et on aime bien la partager avec des gens. Donc c'est pour ça que. Par exemple, etc. Ouais, mais Shana reste la fille de Sue, donc il y a quand même un lien. Oui, il y a un lien.
Mais au dernier show, il y avait La Voisine, qui est une super drague qui a émergé cette année à Nancy. Et du coup, voilà, on aime bien booker aussi d'autres artistes à nos scènes, parce que on aime bien faire du drag tous les trois, mais on fait quand même du drag pour partager ça avec d'autres artistes, et on veut pas être les seuls. Donc voilà, on reste dans notre house, mais on invite des gens dès qu'on a des événements. Mais c'est vrai, merci franchement pour tout ce que vous proposez sur Nancy, parce qu'avant la House of Saint Trinity, il n'y avait pas vraiment d'activité. Non, il n'y avait plus rien. C'était mort. Ouais. C'était assez compliqué d'ailleurs, C'est parce une renaissance, que démarcher des bars qui ne connaissaient rien au drag. Et je sais que j'ai galéré tout seul pendant 2 ans. Et à partir du moment où je me suis mis avec la house, il y a eu un peu une montée fulgurante. Je veux dire, on s'était créé en octobre. En février, on performait à l'Octroi. Et en juin, on avait fait l'autre canal dans la même année, alors qu'on venait de commencer. Et moi, ça faisait 2 ans que je tryhardais. Ma seule date, c'était la MJC Geekbone. Donc voilà, c'était un peu compliqué au début parce que Nancy ne connaissait plus le drag. Bien qu'il y a eu beaucoup de drag du coup il y a 20 ans. Mais c'était un peu fermé et les bars ne se connaissaient pas trop. Mais là, c'est l'avantage du collectif. C'est que du coup, on était 3, donc il y avait plus d'impact quand on allait démarcher. Ça sonnait un peu plus sérieux que moi tout seul avec mes 3 photos Instagram, quoi. Mais justement, au tout début, quand vous êtes allé démarcher, vous avez eu beaucoup de refus de bars, etc. Ou ça s'est plutôt fait assez vite? Alors, en vrai, je pense petit flex personnel, c'est qu'au début, il faut savoir que pendant très longtemps, on a démarché personne. Et que c'est vraiment les gens qui nous ont démarchés. Donc, on a eu, du moment qu'on avait fait l'Octroi et l'autre canal, ça avait pas mal bien lancé. Et après, on a eu plein de propositions de partout. Et à un moment, si on voulait, c'était nous qui allions démarcher les bars. Et pour l'instant, à chaque fois qu'on a démarché des bars de nous-mêmes, ça a fonctionné. Parce que de toute façon, les bars ont vu qu'on pouvait ramener du monde et de l'argent. Donc en vrai, que ce soit du drag ou pas, ils s'en foutent un peu du moment que ça remplit leur fond. C'est rentable, quoi. Voilà. C'est ça. Et du coup, instant promo, dernière question. Est-ce que tu peux nous parler de ton activité actuelle et de tes projets à venir ou vos projets en tant que collectif à venir? Et du coup, avec la house, on a le show de la décadence, qui est notre show mensuel. Donc, il y en aura encore un au mois de janvier. Et il y aura d'autres projets de drag aussi, mais qui dépendent pas que de moi. Donc, je peux pas annoncer. Mais en tout cas, mois d'avril, mois de mai, mois de juin. Restez connectés. Voilà, normalement, vous avez pour sûr, de toute façon, la Blackout, qui est l'événement de ma sœur Solux avec Victoria 1 fois par mois. La décadence, du coup, 1 fois par mois aussi. Il y a La Voisine qui devrait revenir avec sa soirée qui s'appelle le Tapage Nocturne, qui est sa soirée solo. Donc, vous avez de quoi faire. Vraiment, là, branchez-vous. Suivez-nous à rigueur sur les réseaux, parce qu'on va faire un petit truc. On s'est mis d'accord entre nous, entre drag performeurs, performeuses de Nancy. On va créer un agent drag sur Instagram avec les dates de tout le monde. Comme ça, ça permettra aux gens de pouvoir avoir un aperçu. Parce qu'en vrai, entre nous, en fait, il faut savoir qu'on se donne nos dates pour pas qu'on se chevauche et que vraiment nos shows ne gâchent pas les shows des autres. Donc ça, c'est trop cool. C'est qu'on s'entend bien tous entre nous. Donc vraiment, on essaye que nos dates soient OK. Et donc là, on a pour plan de faire un agent drag qui réunit tout. Et comme ça, le public nancéen pourra vraiment voir les dates de tout le monde, collectif, show solo, etc. Suivre l'actualité. Voilà, exactement. Tu peux donner le réseau, je sais pas si tu l'as fait ou sur Insta. C'est House of Saint Trinity. Voilà. Et après, dans la bio, vous avez les Instagram individuels de Sou, Eros et moi. Donc voilà, allez suivre. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et bien, cet épisode touche à sa fin. Donc merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci encore à Moonlight El Saphir pour son temps. Et n'hésitez pas à suivre son travail sur Instagram, on vous mettra les infos. Et sur ce, on va se quitter. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission sur RCN.